Parfait, merci. Alors, le webinaire aujourd'hui a l'intention de vous informer par rapport à la préparation à l'audience virtuelle pour les demandeurs et demandeuses d'asile LGBTQIA+. Pour ce faire, FrancoQueer a collaboré avec la clinique d'aide juridique du Centre francophone du Grand Toronto. La séance abordera les types de preuves à présenter, le déroulement de l'audience, des conseils de bonnes pratiques et des choses à éviter, un témoignage de membres du Carrefour des immigrants franco-queer qui est déjà passé à l'audience et une période de questions avec les avocats en immigration et le membre qui a témoigné. J'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants, Imen Benaessa et Jean-Nicolas Yacoub, avocats de la clinique d'aide juridique du Centre francophone de Toronto. Dans leur présentation, ils vont vous partager les services qu'offre la clinique. Merci à Imen et à Nicolas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous donne le droit de partager votre écran et aussi je vous cède la parole. Merci énormément d'être parmi nous. Parfait. Merci beaucoup, Mélika. Alors, petit rappel à tout le monde, mon nom est Jean-Nicolas Yacoub et je suis avocat à la clinique juridique du Centre francophone. Est-ce que vous pouvez tous voir la présentation PowerPoint? Oui. OK, parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons vous offrir, moi et ma collègue Imen, une présentation qui porte sur la préparation à la demande d'asile jusqu'à l'audience. On a décidé de diviser cette présentation en deux. Alors, ma partie va surtout porter sur le processus de préparation jusqu'au moment de l'audience et la partie de ma collègue Imen va porter sur l'audience virtuelle même. Alors, quelques petits avertissements. Cette présentation a surtout pour but de vous offrir de l'information juridique. Nous ne faisons pas des conseils ou des avis juridiques lors de présentation. Si jamais vous avez besoin d'un conseil ou d'un avis qui est particulier donc à votre situation et à votre cas, on vous conseille de consulter un avocat. Vous pouvez également consulter la clinique d'aide juridique si vous n'avez pas déjà un avocat. Sachez également que l'information que nous vous donnons aujourd'hui est donc en date d'aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait des changements législatifs, donc des changements qui sont apportés à la loi ou aux procédures qui pourraient survenir donc, dans les prochains jours. C'est toujours en situation d'évolution rapide. Alors, si jamais vous avez besoin de conseils ou un avis, encore une fois, on vous conseille de consulter un avocat. Juste pour vous introduire un peu les services que nous offrons à notre clinique. Alors, nos domaines de pratique sont surtout le droit de l'immigration et des réfugiés, le droit de la personne, le soutien aux revenus, le droit des locataires, le droit de l'emploi, le droit de la famille et nous offrons également des services de notariat. Pour d'autres domaines de droit, nous pouvons également offrir des conseils sommaires, dépendamment du cas précis. Nous avons mis les coordonnées si jamais vous voulez nous joindre avec le numéro de téléphone. Alors, pour commencer ma partie, j'aimerais juste vous faire des petites mises à jour qui sont survenues depuis donc, le début de la pandémie, donc depuis environ le mois de mars dernier. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste vous informer qu'il y a un nouveau programme pour certains demandeurs d'asile qu'ils ont fourni des soins de santé. Alors, il y a un programme, donc, disons, humanitaire qui a été développé qui permet à certains de ces demandeurs qui fournissent des soins de santé directement aux patients pendant la période de COVID-19 de changer leur demande d'asile à une demande de résidence permanente. Alors, vous pouvez faire ce transfert si vous répondez aux critères d'admissibilité. Il y a plusieurs critères d'admissibilité. Nous ne les avons pas tous mis dans cette diapositive, mais sachez que généralement, vous devez être un demandeur d'asile en instance ou débouté qui vivent au Canada. Donc, débouté veut dire que votre demande d'asile a peut-être été refusée. Vous devez aussi avoir présenté votre demande d'asile avant le 13 mars 2020 et vous devez avoir acquis une expérience de travail
donc requises dans un des emplois particuliers du secteur de soins de santé qui sont précisés un peu plus dans le guide d'instruction pour ce programme. Alors, encore une fois, comme j'ai dit, nous n'avons pas mis tous les critères d'admissibilité, mais si jamais vous pensez que peut-être vous qualifiez ou que vous connaissez quelqu'un qui peut qualifier, nous vous recommandons de consulter un avocat pour savoir si ce serait peut-être la bonne option pour vous ou pour cette autre personne. D'autres petits changements qui ont été apportés. Alors, pour tous ceux qui ont fait une demande d'asile, généralement, vous auriez reçu un document du demandeur d'asile. Alors, nous avons une petite photo ici qui peut vous peut-être vous rappeler à quoi ça ressemble. Sachez que s'il y a une date d'expiration et qu'en date d'aujourd'hui, par exemple, il serait déjà expiré, vous n'avez pas besoin à craindre. Il y a des directives qui sont sorties et qui disent qu'il va être valide jusqu'à nouvel ordre, même si c'est déjà expiré. Alors, maintenant, commençons un peu plus dans le vif du sujet sur la définition d'un demandeur d'asile et d'une demande donc pour réfugié. Alors, le Canada offre l'asile à certaines personnes qui se trouvent sur son territoire et qui craignent la persécution ou qui seraient en danger pour leur vie si elles devaient repartir dans le pays de résidence qu'ils avaient avant. Okay? Donc, certains des dangers auxquels la personne pourrait faire face, on parle généralement de la torture, d'une menace à la vie de la personne, de risque de traitement ou de peine cruelle et inusitée, ou de toute autre menace qui pourrait constituer de la persécution grave ou même de la discrimination et de l'harcèlement qui pourrait équivaloir à de la persécution. Donc, juste sachez que le mot persécution n'a pas été défini dans la loi et ceci a été fait de façon exprès. C'était justement pour que la définition de qu'est-ce qui constitue de la persécution puisse évoluer et donc correspondre un peu à qu'est-ce qui pourrait survenir dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la loi et dans la Convention sur la protection des réfugiés? C'est en fait deux définitions qui peuvent correspondre à un réfugié. Donc, on retrouve, par exemple, la première définition dans la loi, on dit que c'est l'article 96 de la loi sur la protection sur l'immigration et la protection des réfugiés. Alors, la définition est que vous craignez avec raison d'être persécuté dans votre pays d'origine ou votre pays de nationalité, ou si vous n'avez peut-être pas un pays de nationalité, le pays où vous aviez votre résidence habituelle, et pour 5 motifs. Donc, vous craignez en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. Et par rapport au motif d'appartenance à un groupe social, c'est vraiment dans ce motif-là qu'on va retrouver les gens qui demandent l'asile en raison de la persécution pour leur orientation sexuelle, pour l'identité de genre ou même l'expression de genre. Alors, c'est un motif ici qui a été créé de façon assez vague pour justement englober certains motifs qui n'auraient peut-être pas été pensés au moment où est-ce qu'ils ont écrit la loi. Alors, comme j'ai dit, on retrouve donc les personnes qui sont persécutées en raison de leur orientation ou leur identité de genre ou expression de genre sous ce motif-là. Maintenant, il y a une deuxième définition par rapport aux réfugiés également. Alors, si vous ne répondez pas à la première définition, vous pouvez également être reconnu comme un réfugié ou ici, on parle d'une personne à protéger. Si par votre renvoi dans votre pays d'origine, vous seriez personnellement exposé au risque d'être soumis à de la torture, à une menace à votre vie ou à un risque de traitement ou de peine cruelle et inusitée. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire représenter pour sa demande d'asile? Alors, moi, je vous conseille grandement, si vous n'avez pas déjà un avocat, de vous trouver un représentant. La procédure peut quand même être assez complexe. Le type d'éléments de preuve à soumettre
peut des fois être, ça peut être bien de recevoir des conseils par rapport au type d'éléments de preuve que vous devriez soumettre et d'éléments à ne pas soumettre. Alors, si jamais vous décidez d'être représenté, votre conseil peut être un membre en règle du barreau d'une province. Donc, au Canada, il y a plus de 10 provinces. Ça peut être un avocat qui fait partie du barreau de chacune de ces provinces. Ça peut être également un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec. Ou ça peut être aussi un consultant en immigration qui est membre en règle du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. Alors, si jamais vous n'avez pas encore de représentant, vous pouvez en obtenir. Généralement, vous pouvez en obtenir un gratuitement si vous contactez Aide juridique d'Ontario et que vous demandez à obtenir un certificat d'aide juridique. Alors, en main de ce certificat, qui est généralement un sort de numéro, vous pouvez alors obtenir auprès d'un avocat de votre choix ces services gratuits. Il faut généralement que cet avocat accepte les certificats d'aide juridique. La plupart des avocats qui pratiquent en droit des réfugiés le font. Alors, au moins, à l'aide d'un certificat, vous pouvez avoir le choix de choisir l'avocat qui vous plaît. Sachez également, à notre clinique, nous représentons également les demandeurs d'asile. Alors, nous, personnellement, nous n'avons pas besoin des certificats d'aide juridique. Nos services sont également gratuits. Nous sommes un peu sous la bannière d'aide juridique d'Ontario, mais on est un peu indépendant. Alors, c'est pour ça qu'on n'utilise pas un certificat d'aide juridique. Maintenant, alors, parlons un peu des preuves que vous devriez obtenir à l'appui de votre demande d'asile. Alors, quelques conseils. Il est toujours bien, au premier rendez-vous que vous avez avec votre avocat ou dans les premiers rendez-vous, en fait, de faire une liste de tous les documents qui pourraient être essentiels à votre demande. Alors, généralement, lorsqu'on parle des documents essentiels, ça va être tous les documents qui portent sur votre identité, surtout si votre identité pourrait être une question en litige. Donc, ça, on retrouve surtout pour les personnes qui peuvent être arrivées au Canada sans passeport ou de façon peut-être irrégulière. Alors, pour ces gens-là, c'est très important qu'on puisse déterminer leur identité. Sinon, le décideur peut tout simplement rejeter la demande d'asile. Alors, par rapport à l'identité, c'est très, très, très important d'obtenir tous les documents possibles. Dans les prochaines diapositives, je vais vous parler plus précisément quoi obtenir, mais aussi d'autres preuves vont porter sur l'essence même de votre demande d'asile. Alors, pour les demandeurs qui, leur demande d'asile porte surtout sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre, alors des documents qui seront très importants vont porter surtout sur les conditions dans votre pays. Alors, si donc vous demandez l'asile au Canada parce que vous êtes persécuté en raison de votre orientation ou de votre identité de genre ou expression de genre, il va être très important d'avoir des éléments de preuve qui parlent soit des règles, des lois en application dans votre pays, ou soit, par exemple, que il y a des lois qui protègent les gens, mais dans les faits, elles ne sont pas appliquées, ou peut-être que les services de police ne sont pas efficaces dans votre pays, et donc vous ne pouvez pas recevoir la protection de votre État, malgré que vous vous faites persécuter. Donc, la persécution n'est pas obligée de venir justement de l'État, mais si l'État n'est pas capable de vous protéger, généralement, ça va être une raison pour laquelle le décideur pourrait accorder la demande d'asile. Alors, je vais passer peut-être plus en revue sur des documents qui pourraient être importants. Donc, par rapport à l'identité, comme je disais, la première chose à faire, c'est de déterminer l'identité de la personne, sinon la demande sera rejetée. Alors, les éléments que vous pouvez utiliser, évidemment, un passeport. Ça va toujours être le meilleur élément de preuve que vous pouvez avoir. Si dans votre pays, vous avez une carte d'identité nationale, ça peut être également un élément de preuve. Pour certains pays, il y a les cartes de baptême. Je crois surtout pour Haïti, par exemple. Les certificats de naissance. Vous pouvez également présenter un certificat de mariage. Si
si vous êtes capable de retrouver des documents scolaires, donc par exemple peut-être des relevés de notes ou des diplômes d'études, ça peut être également des bons éléments par rapport à votre identité. Il pourrait aussi s'agir d'un permis de conduire, de d'autres documents qui proviennent de l'État. Ça peut être également des documents qui proviennent de la profession que vous exercez dans votre pays d'origine ou votre pays de résidence habituelle. Si jamais vous n'êtes pas capable d'obtenir aucun de ces documents, vous pourriez peut-être aussi obtenir des lettres de témoignages de membres de votre famille ou d'amis ou de connaissances, donc dans lesquelles ils peuvent écrire alors qui eux ils sont, évidemment, et puis d'écrire un peu qu'est-ce qu'ils connaissent à votre sujet, donc votre nom, votre date de naissance, la relation qu'ils ont avec vous. Évidemment, pour certaines personnes, ça se peut qu'ils ne soient pas capables de tenir tous ces documents. Qu'est-ce qui est important cependant, c'est de faire des efforts raisonnables pour les obtenir. Parce que le décideur, il va également essayer d'évaluer pour voir si vous avez fait tous les efforts raisonnables pour obtenir ces documents. Et ça, c'est aussi valide pour les autres éléments de preuve que vous devriez obtenir à l'appui de votre demande d'asile. Alors, juste pour vous expliquer un peu, alors lorsque le décideur décide par rapport à une demande d'asile, ils vont évaluer qu'est-ce qu'on appelle la crainte subjective et la crainte objective. Donc, ils regardent par rapport à vos gestes et vos comportements, si vous vous comportez comme quelqu'un qui craint raisonnablement donc le risque de persécution. Et ils vont se dire, si la personne craint un risque de persécution et donc il se présente à une demande d'asile, ils vont faire tous les efforts possibles pour essayer de démontrer donc qu'ils sont en effet à risque d'être persécutés. Donc, c'est pour ça que si vous n'êtes pas capable de tenir certains documents, des fois, c'est correct, en autant que vous êtes capable de démontrer que vous avez fait les efforts raisonnables. Ça peut démontrer que vous avez cet élément de crainte parce que vous avez fait tous les efforts. Alors, par rapport aux autres éléments de preuve qui vont vraiment toucher à la crédibilité de votre cause, alors, comme je disais, si vous craignez d'être persécuté dans votre pays, c'est très important d'obtenir donc des éléments de preuve qui puissent parler de les conditions générales dans votre pays. Si pour certaines personnes, ça pourrait être aussi de la persécution par rapport à leurs opinions politiques. Donc, des fois, vous pouvez avoir plusieurs motifs pour lesquels vous demandez l'asile et qui s'entremêlent. Ce n'est pas obligé d'être seulement par rapport à votre orientation, identité ou expression de genre. Ça pourrait être entremêlé par rapport aussi à vos opinions politiques, peut-être à votre nationalité ou à votre religion même. Donc, vous pouvez demander l'asile sous différents motifs. Alors, je prends l'exemple, si jamais c'est par rapport à votre participation politique ou à vos opinions politiques, alors, ce serait important, par exemple, si vous étiez membre d'un parti, avoir les preuves à l'appui. Si jamais vous avez aussi, par exemple, reçu des blessures ou que vous avez été attaqué ou que vous avez subi d'autres abus ou menaces, par exemple, est-ce que vous avez consulté un médecin? Si oui, est-ce que vous avez les preuves de rapports médicaux? Comme j'expliquais un peu plus tôt, le décideur va regarder si l'État est capable de vous protéger. Donc, qu'est-ce que vous pourriez démontrer? C'est est-ce que vous êtes allé à la police, oui ou non? Et par exemple, si vous êtes allé à la police, est-ce que vous avez obtenu un rapport de police ou un autre document qui provient de la police? Donc, si jamais la réponse est oui, ce serait une bonne idée d'obtenir des preuves à cet effet. Et comme je disais, si jamais vous n'êtes pas capable de l'obtenir, au moins essayez toujours de dire tous les efforts possibles que vous avez faits pour obtenir ce document. Alors, d'autres éléments de preuve, ça peut être, comme je disais, donc des articles de presse sur les conditions de votre pays, des demandes de visa, des titres de voyage. Donc, des fois, c'est important de démontrer les dates à laquelle vous avez quitté votre pays. Donc, si vous pouvez
si vous pouvez avoir, par exemple, des preuves si vous avez voyagé par avion ou par un autre moyen. Tout ça, ce serait excellent à avoir également. D'autres éléments de preuve, ça peut être également des photos. Donc, pour certaines personnes qui font leur demande d'asile par rapport à l'orientation ou l'identité ou l'expression de genre, ça peut être, par exemple, qui risquent la persécution à cause d'une relation amoureuse qu'ils ont entretenue avec une personne de même sexe, par exemple. Alors, si jamais vous avez entretenu une relation amoureuse avec une personne de même sexe, est-ce que vous seriez capable d'avoir une lettre de témoignage de cette personne? Est-ce que vous avez eu des photos de couple, par exemple? Donc, tout ça, ce sont des éléments que vous devriez discuter avec votre avocat pour voir si ce serait une bonne idée de les inclure dans votre demande d'asile. Alors, comme je disais aussi, donc les conditions de votre pays, c'est quelque chose de très, très, très important. Généralement, c'est votre avocat qui va faire la recherche par rapport aux conditions de votre pays et qui va le mettre en preuve à votre audience. J'aimerais toutefois noter qu'il y a ce qu'on appelle le cartable national et ça, c'est la documentation qui provient directement de la commission. Alors, ce sont des articles qu'ils amalgament dans ce qu'on appelle le cartable national qui est disponible en ligne. Ils ont des cartables pour pratiquement chacun des pays et qu'ils mettent à jour régulièrement. Alors, vous pouvez facilement le consulter. Vous pouvez même faire une petite recherche Google, écrire cartable national, section de protection des réfugiés ou la CISR, et puis vous allez trouver le lien directement. Je vous conseille de consulter les articles qui sont présents pour que vous sachiez quelle est la preuve que la commission contient déjà par rapport aux conditions de votre pays. Et ça peut être très, très, très important. Je vais vous donner un exemple. Donc, par rapport aux demandes d'asile qui portent sur justement l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, les conditions dans votre pays, donc par exemple les lois dans votre pays qui pourraient discriminer contre les gens d'une différente expression de genre ou d'une différente orientation sexuelle. Donc, peut-être que la commission, dans leur cartable national, ils ont des articles qui parlent que la loi peut-être protège les personnes ou peut-être que la loi dit que oui, il y a de la discrimination possible, peut-être même des mesures d'emprisonnement pour les gens d'une différente orientation sexuelle, mais que les lois ne sont pas appliquées régulièrement. OK? Donc, peut-être que ça, c'est qu'est-ce qui est contenu dans les cartables nationaux. Et en fait, on le voit souvent dans la jurisprudence. Donc, qu'est-ce qui serait important? C'est que vous soyez déjà à l'affût de la preuve que contient la commission par rapport aux conditions de pays et que vous et généralement votre avocat puissiez faire une recherche plus approfondie dans d'autres articles ou même parler avec des organisations de la défense des droits humains qui peuvent travailler dans votre pays pour obtenir une preuve du contraire. OK? Donc, c'est pour ça que je voulais juste vous faire cette petite mise, un petit avertissement par rapport à cela. Tout ce qui est contenu dans le cartable national n'est peut-être pas l'information qui est à jour ou de l'information correcte. Vous pouvez contester cette information. Donc, c'est toujours une bonne idée de consulter l'information qui est contenue au cartable national et puis essayer de trouver de l'information qui pourrait venir contredire qu'est-ce qui est contenu. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour déposer vos éléments de preuve à votre audience? Donc, sachez que tous les éléments de preuve doivent être déposés au moins 10 jours avant votre audience. Si vous dépassez ce délai, donc ce serait peut-être 9 jours ou moins, alors là, vous n'avez pas un droit automatique d'inclure ces éléments de preuve à votre audience. Il va falloir démontrer pourquoi est-ce que vous étiez en retard. Et donc, ça va être du cas par cas. Le décideur va décider s'ils acceptent ou non. Sachez aussi que tous les documents que vous devez déposer doivent être soit en français, soit en anglais.
S'ils sont dans une autre langue, vous devez les faire traduire. Sachez aussi que maintenant, désormais, pendant cette période de pandémie, le dépôt en personne n'est plus accepté. Alors, vous pouvez soit les envoyer par courrier, vous pouvez également les envoyer par télécopieur. Cependant, il y a des limites au nombre de pages que vous pouvez soumettre par télécopieur. Présentement, c'est 50. Vous pouvez également les envoyer par voie électronique. Alors, il y a ce qu'on appelle la connexion postale. Ici, vous avez une limite de 1 gigaoctet pour envoyer les documents par connexion postale. Et finalement, vous pouvez également les envoyer par courriel. Alors, si vous consultez la page de la section de protection des réfugiés, ils ont mis les adresses courriel pour chacune des villes. Et sachez qu'il y a une limite ici de 20 mégaoctets. Et finalement, sachez également que jusqu'à nouvel ordre, il y a une dispense de l'obligation de signature. Donc, par rapport aux signatures, pour tous ceux qui ont déjà fait une demande d'asile, vous sachez que vous devez faire ce qu'on appelle le formulaire de fondement de demande d'asile. On l'abrévie comme le FDA. Généralement, vous devez le signer. Alors, il peut arriver que vous faisiez des amendements à votre FDA. Sachez que pour l'instant, vous n'êtes plus obligé de le signer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à votre audience, le commissaire va juste s'assurer que si le document n'est pas signé, que c'est bel et bien des changements auxquels vous avez donné votre consentement. Un autre petit changement qui est survenu durant la période de pandémie, c'est une dispense de produire des documents originaux. Alors, dans le passé, disons, lorsque vous vous rendiez à votre audience en personne, vous allez apporter vos documents originaux, donc votre fondement de demande d'asile original et toute autre preuve à l'appui pour lequel vous avez besoin de l'original. Donc, si ce sont des articles de presse ou des articles de journaux, généralement, ça, vous n'avez pas besoin d'apporter l'original. Mais si ce sont des éléments de preuve personnels, comme un certificat de naissance, ça pourrait être aussi un certificat de mariage, des photographies, un rapport de police ou un rapport médical. Pour ce genre de documents, généralement, vous deviez l'apporter au moins l'original à l'audience pour que le décideur puisse les analyser. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que pour certains décideurs, ils vont vraiment analyser le document, ils vont analyser la qualité du papier. Comme vous sachez, les formats de papier au Canada sont différents qui pourraient être différents que dans certains pays. Et donc, ça, les décideurs le savent. C'est pour ça qu'ils demandent l'original pour voir si ça vient vraiment d'un autre pays, si la qualité du papier semble avoir été imprimée récemment ou non. Donc, ça, ce sont tous des petits trucs qu'ils vont faire. OK? Donc, c'est pour ça que généralement, il fallait apporter l'original. Présentement, évidemment, comme c'est une audience virtuelle, vous n'avez pas l'obligation d'apporter l'original. Cependant, il faut conserver l'original avec vous et il faut le soumettre au décideur s'il le demande. Et ça se peut même que durant votre audience, il demande peut-être à votre avocat, évidemment, si vous êtes représenté, l'avocat va avoir les documents avec lui, il lui demande de présenter le document devant la webcam pour le regarder. OK? Maintenant, j'aimerais juste vous parler de deux petites directives qui ont été émises par la Commission. Une directive porte sur les personnes vulnérables et la prochaine directive que je vais parler porte sur les demandes d'asile qui portent sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. Pour les personnes vulnérables, la définition qui a été donnée, c'est une personne qui a la capacité de présenter son cas qui est grandement diminué. Donc, il peut arriver que certaines personnes soient atteintes d'une maladie mentale, que ce soit une personne mineure ou une personne âgée. Ça peut être quelqu'un qui a subi un gros traumatisme, comme par exemple une victime de torture ou qui a survécu à un génocide ou à n'importe quel autre crime contre l'humanité. Donc, il peut arriver dans ces cas-ci que cette personne ait des difficultés à témoigner à l'audience pour plusieurs de ces différentes raisons. Également, ça peut être des personnes qui ont été victimes de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Et la Commission, donc, a des obligations d'accommoder ces gens. OK? Donc,
Avant de parler des types d'accommodement, j'aimerais juste vous expliquer comment est-ce qu'on fait cette demande. Sachez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez faire la demande d'une personne vulnérable. Si vous êtes représenté par un avocat, généralement, votre avocat va considérer si vous devriez faire cette demande ou non. Le plus tôt que vous faites la demande, le mieux que c'est, mais sachez que même au début de l'audience ou même pendant l'audience, il est possible de faire une demande de personne vulnérable si on s'aperçoit que cette personne a besoin d'accommodement justement en raison de leur situation. Sachez cependant que le meilleur, c'est que ce soit appuyé par des preuves d'experts. Donc, si jamais la personne souffre, par exemple, de problèmes de mémoire ou de grands traumatismes, et que vous avez noté ou que votre avocat a noté ceci, généralement, votre avocat va recommander que vous suivez un médecin ou peut-être un psychiatre ou un psychologue et que cette personne fasse un rapport d'expert dans lequel il parle peut-être de la condition pour laquelle vous souffrez et peut-être de types d'accommodement qui pourraient être à votre bénéfice. Donc, quels sont le type de difficultés que les personnes vulnérables peuvent avoir? Donc, la vulnérabilité d'une personne pourrait peut-être affecter sa mémoire et son comportement ou sa capacité de relater certains événements pertinents. Okay? Donc, certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils vivent quelque chose de très traumatique, ils peuvent répresser les événements qui sont arrivés et donc avoir des troubles de mémoire pour témoigner qu'est-ce qui est arrivé exactement. Ça peut aussi être des personnes que leurs symptômes affectent la cohérence de leur témoignage, ou ça peut être aussi une personne qui est vulnérable, qui va craindre une personne qui est en position d'autorité, ou ça pourrait être également quelqu'un qui craint une personne d'un sexe particulier. Donc ça, ce sont juste quelques petits exemples. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Alors, quels sont les types d'accommodements qui peuvent être ordonnés? Donc, ça pourrait être, par exemple, offrir à la personne la possibilité de faire leur audience par vidéoconférence. Donc, évidemment, ça, c'était dans le temps où est-ce qu'on le faisait en personne. On pouvait demander de le faire par vidéoconférence parce que peut-être que pour la personne, témoigner dans leur salon ou dans leur maison, c'est beaucoup moins stressant. Et donc, ce serait une méthode d'accommodement pour cette personne-là. Ça pourrait également permettre à une personne de confiance de participer à l'audience. Donc, généralement, à votre audience, vous ne pouvez pas avoir n'importe qui vient et assister à votre audience. Ils sont à huis clos. Ça veut dire que généralement, ils sont fermés pour les personnes ou les parties à la cause. Mais vous pourriez demander qu'une personne de confiance participe. Vous pouvez aussi demander un cadre plus informel, changer l'ordre des interrogatoires. Donc, généralement, c'est le décideur qui va commencer les interrogatoires. Vous pouvez demander que ce soit votre avocat qui commence les interrogatoires. Vous pouvez aussi exclure de l'audience les personnes qui ne sont pas parties au cas. Donc, ça pourrait arriver surtout dans des cas très, très, très spéciaux. Vous pouvez aussi demander que le décideur ou si vous avez besoin d'un interprète soit d'un sexe particulier. Et vous pouvez recevoir toute autre mesure d'adaptation qui sont raisonnables dans les circonstances. Généralement, c'est le décideur qui va prendre cette décision. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième directive. Donc, ce sont les procédures qui portent sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre. Donc, ils ont émis cette directive pour donner un peu plus de précision et des règles à suivre aux décideurs par rapport à ce type de demande. Alors, certaines des directives qu'ils ont émises, c'est par exemple qu'il est possible que le témoignage de la personne soit le seul élément de preuve qui concerne son orientation ou son identité ou son expression de genre, et que ça se peut qu'il n'y a aucune preuve corroborante ou aucune preuve supplémentaire dans une affaire donnée. Donc, il ne devrait pas simplement rejeter une demande pour le simple motif qu'il n'y a aucune preuve corroborante. Donc, les décideurs doivent déjà être à l'affût que ça se peut que le témoignage de la personne soit le seul élément de preuve possible. Et une autre directive
que j'ai mis, c'est par exemple ne pas fonder leurs décisions sur des stéréotypes ou sur des hypothèses qui sont inappropriées. Quelques exemples que j'ai mis, c'est par exemple un stéréotype que les personnes qui ont diverses orientations sexuelles, identités ou expressions de genre ont une apparence ou des manières qui sont très féminisées ou masculinisées selon le cas. Un autre type de stéréotype à éviter, c'est que ces personnes-là ne prennent pas part aux coutumes ou aux traditions culturelles ou religieuses de leur pays d'appartenance ou du pays où est-ce qu'ils avaient leur résidence. Que ces personnes aussi ont des mœurs légères ou qui sont actives sexuellement et qui n'ont pas des relations amoureuses exclusives. Un autre type de stéréotype, qu'elles ont déjà eu une expérience sexuelle avec une personne du même sexe ou qu'elles n'ont jamais eu de relation hétérosexuelle. Donc, ça aussi, ce sont des stéréotypes à éviter. Un autre type de stéréotype, les caractéristiques des relations amoureuses ou sexuelles sont les mêmes dans toutes les cultures. Donc, ici, le décideur doit éviter d'appliquer les normes canadiennes à des gens qui viennent d'ailleurs. Et finalement, un autre type de stéréotype que j'ai mis à éviter, c'est que les personnes transsexuelles, transgenres, désolé, chercheront à avoir recours à la chirurgie dans l'éventualité où un tel traitement leur est disponible. Donc, tout ça, ce sont des stéréotypes à éviter. Si jamais le décideur s'appuie sur une de ces stéréotypes pour faire leur décision qui rejette votre demande, il se peut que vous auriez un droit d'appel par rapport donc, à un déni ici, à une contravention des directives. Et qu'est-ce que j'aimerais aussi que vous sachiez, c'est que dans tous les cas, les décideurs doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou de nature qui sont susceptibles de constituer une explication qui pourrait porter sur une omission à votre témoignage ou un témoignage qui est vague ou à des incohérences. Donc, comme je disais, c'est ne pas vraiment toujours appliquer les normes canadiennes aux demandeurs d'asile. Sachez qu'il peut y avoir donc des obstacles à des normes de culture différentes ou à des éléments psychologiques également qui peuvent affecter le témoignage de la personne. Finalement, une autre directive, c'est qu'il est bien établi en droit que le fait d'être forcé à cacher son orientation sexuelle, son identité ou son expression de genre constitue une atteinte grave à un droit fondamental de la personne. Donc, le décideur ne pourrait pas simplement dire, oh, mais si vous vivez en cachette ou vous cachez votre orientation, votre identité, vous ne seriez pas persécuté. Donc, ceci, évidemment, serait une grave atteinte à votre droit. Donc, ceci porte conclusion sur ma partie qui portait sur comment se préparer jusqu'à l'audience. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Imen qui va vous donner des conseils propres à l'audience. Oui, je vais juste partager mon écran. Avant de partir à la prochaine partie, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport? On aura une plus grande période de questions par la suite, mais juste rapidement, si quelqu'un avait une question, c'est votre chance de la poser. Vous pouvez soit lever la main ou allumer votre micro. Je vous donne 30 secondes. Je ne vois personne. Je vais changer. OK, parfait. On peut continuer. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Merci. Oui, désolée, j'essaie de mettre en full screen, mais mon ordi est légèrement long. Non, je veux dire. Est-ce que vous voyez? C'est noir pour l'instant. On ne voit pas. Désolée, j'ai un dinosaure comme ordinateur, donc ça prend un peu plus de temps. Ah, OK, on le voit maintenant. Ah, ok, ça passe bien.
OK, donc bonjour. Donc, mon nom est Imen Benaïssa, comme Mélika avait présenté. Je suis avocate avec Jean-Nicolas au Centre francophone. Et maintenant, je vais vous parler vraiment plus de toute la procédure en audience, comment bien témoigner. Puis, je vais arriver jusqu'à la fin de l'audience, qu'est-ce qui arrive quand on a une décision, qu'elle soit positive ou négative. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre au cours de ma présentation, me poser des questions ou me dire si vous voulez que je répète quelque chose ou je clarifie quelque chose. Donc, tout d'abord, en temps normal, quand on n'était pas en plein COVID, les audiences à Toronto avaient lieu au 74 Victoria. Donc, elles étaient toujours en personne. Comme Jean-Nicolas l'a mentionné, avoir une audience par vidéoconférence, c'était plus l'exception quand on faisait une demande, par exemple, au cours d'une demande de personnes vulnérables. Par contre, maintenant, en raison du COVID, toutes les audiences sont désormais par vidéoconférence. Donc, ce n'était pas le cas au début de la pandémie. Donc, ça s'est vraiment fait petit à petit parce qu'au début de la pandémie, les représentants et les demandeurs d'asile avaient le choix de demander l'audience en personne ou par vidéoconférence. Désormais, c'est vraiment par vidéoconférence. Par contre, si un demandeur d'asile est dans une situation particulière, et c'est vraiment une exception, ça veut dire que cette personne n'aurait pas accès à Internet, n'aurait pas d'ordinateur, aurait beaucoup de difficultés à témoigner par téléphone ou via l'aide d'un ordinateur. Il faudra demander, si vous avez un représentant, de soumettre une demande par écrit à la commission pour expliquer pourquoi une audience par vidéoconférence ne serait pas comme appréciée et ne vous permettrait pas de témoigner comme il le faut. Dans ces cas-là, généralement, la commission de 74 Victoria, ils ont une salle spécifique qui est réservée pour ces situations. Et le plus souvent, les audiences auront quand même lieu par vidéoconférence, mais vous, en tant que demandeur d'asile, vous avez l'option d'aller sur place. Donc, il y aura un technicien qui va vous aider à vous connecter dans une salle d'audience. Il y aura un grand écran, donc vous allez être en mesure de voir comme le commissaire, l'interprète, s'il y en a un, vos témoins, votre représentant à distance. Mais pour faire cette demande, comme j'ai mentionné, désormais, c'est vraiment l'exception en ce moment. Donc, c'est mieux de faire la demande à l'avance, donc d'en parler à votre représentant si vous en avez un. Autrement, si vous êtes en mesure de faire cette audience par vidéoconférence, votre représentant et vous-même, vous allez tout d'abord recevoir votre avis d'audience qui vous donne déjà quelques instructions. Donc, la première instruction est que ces audiences sont via l'application Microsoft Teams. Donc, déjà, une première étape pour vous dès le début, c'est d'installer l'application sur votre ordinateur. Puis, quelques jours avant l'audience, là, votre représentant va recevoir des instructions un peu plus approfondies et notamment le lien Teams pour vous connecter à votre audience. Donc, généralement, il faudra vous connecter au minimum 15 minutes à l'avance. On vous dit qu'il est possible de faire cette audience via l'aide d'un téléphone intelligent, ce qu'on ne recommande pas parce que ce n'est pas idéal de faire ça avec un téléphone. Donc, ça serait mieux vraiment de vous assurer d'avoir un ordinateur, de l'Internet qui est fonctionnel pour faire cette audience. Il faut savoir que toutes les audiences sont enregistrées. Ça a toujours été le cas. Donc, même quand c'était en personne, les audiences étaient enregistrées. Maintenant, ça sera enregistré via l'application Microsoft Teams, comme on le fait aujourd'hui avec Zoom. Et là, ce qui est important de noter, c'est que pendant les pauses, souvent, ils vont laisser l'enregistrement rouler. Donc, il est important pour vous de désactiver votre micro parce que il est possible que votre représentant, si vous n'êtes pas avec lui, voudra vous contacter juste pour vous donner un petit feedback, donc juste des petits conseils, revenir sur ce qui vient de se passer dans la première partie de l'audience. Donc, toujours vous assurer de désactiver votre micro et même votre caméra durant toutes les pauses. Donc, ici, c'est encore d'autres de petits conseils de bonnes pratiques lors des audiences virtuelles. Donc, tout d'abord, choisissez un endroit calme, sans distraction, avec un bon éclairage, avec un bruit de fond minimal. Aussi, au début de l'audience, on va vous demander est-ce que vous êtes bien seul dans l'endroit où vous êtes, parce que sachez que c'est à huis clos, ça veut dire que normalement,
personne est autorisée à assister à l'audience, sauf si vous avez demandé qu'un proche soit présent en tant qu'observateur. Donc, essayez aussi d'avoir un angle de caméra, un arrière-plan approprié pour votre vidéo. Sinon, je pense qu'avec les applications, vous pouvez juste changer votre arrière-plan. Assurez-vous d'avoir votre ordinateur branché pour éviter qu'il se décharge et que, donc, dans ce cas, vous allez juste vous déconnecter durant l'audience. Aussi, il faut savoir que comme les audiences en personne, même par vidéoconférence, vous n'êtes pas supposé avoir vos documents devant vous. Vous n'êtes pas supposé lire vos preuves, votre document de fondement de demande d'asile sans qu'on vous donne l'autorisation. Donc, généralement, l'autorisation, c'est le commissaire, par exemple, au début de l'audience. Il va vous dire, OK, est-ce que vous avez votre fondement de demande d'asile? Pouvez-vous vérifier que c'est bien vos informations et est-ce que c'est bien vos signatures? Ou au cours de l'audience, si un commissaire parle vraiment d'une preuve spécifique que vous avez soumise, il va vous demander de la regarder ou même via l'application, lui-même ou elle-même, la commissaire, si c'est une femme, va partager le document en question, donc faire un partage d'écran comme je suis en train de le faire en ce moment. Puis sachez que vous-même, donc la commission, eux, ils vont enregistrer les audiences. Généralement, ça c'est obligatoire et ça va être utile dans le cas où par la suite, malheureusement, il y aurait une décision négative. Donc, avoir l'enregistrement est nécessaire si vous voulez porter appel, mais que vous-même, il est interdit d'enregistrer les audiences. Donc, comme j'ai mentionné, n'hésitez pas à me poser des questions ou me demander de répéter les choses. Là, je vais juste parler de qui sera présent à votre audience. Donc, ici, cette image, c'est vraiment ce qui est présent sur le site de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés. Donc, bien sûr, il y aurait le ou la commissaire. Donc, c'est en quelque sorte le juge qui prendra la décision concernant votre demande d'asile. Dans certains cas, il pourrait avoir le conseil du ministre. Donc, c'est un représentant de l'agent des services frontaliers ou d'IRCC. Si le conseil des ministres va intervenir, vous, votre représentant, allez recevoir un avis à cet effet à l'avance. Donc, et c'est assez rare que ça arrive, ce n'est pas dans tous les cas qu'ils vont intervenir. Il y aura votre conseil, donc votre avocat, bien sûr. Si vous avez fait la demande, il y aura un interprète. Il y aura vous-même et il y aura des observateurs si vous avez aussi fait la demande que des personnes puissent observer l'audience. Il faut savoir que les observateurs sont vraiment juste là à titre d'observateurs. Ils ne peuvent pas intervenir ou parler. Puis, sachez que vous pouvez faire aussi la demande que des témoins soient présents. Par contre, les témoins, souvent, leur témoignage ne sera pas en votre présence et vice-versa. Donc, généralement, le plus souvent, les audiences sont de 3 heures. Par contre, il est possible que des audiences soient plus courtes, mais aillent aussi au-delà de 3 heures, ou dans certains cas, que vous allez avoir un deuxième jour d'audience. Ça veut dire que lors de la première journée, les 3 heures n'ont pas suffi de vous poser toutes les questions. Donc là, vous allez recevoir un deuxième avis d'audience pour avoir une deuxième audience. Dans le cas où vous avez des enfants qui sont avec vous au Canada et qui demandent l'asile avec vous, donc s'ils sont âgés de plus de 12 ans, ils doivent se présenter à l'audience. Donc, j'entends un bruit, je ne sais pas si ça vient de chez moi ou... Est-ce que vous m'entendez bien? J'entends le bruit aussi, je regarde s'il y a des micros ouverts. Je ne sais pas. Vous pouvez continuer entre... Oui. Donc, c'est ça. Donc, généralement, les enfants de plus de 12 ans devront être présents. Donc, au début, ils vont se présenter. Ce n'est pas dans tous les cas où on aura vraiment besoin de leur témoignage. Surtout, plus ils sont jeunes, moins on va avoir besoin de leur témoignage. Puis, comme j'ai mentionné, vous pouvez avoir des témoins. Ça veut dire des témoins qui vont témoigner, qui peuvent être à l'étranger, vu que c'est par vidéoconférence, ou même qui sont ici. Et si vous voulez avoir des témoins, il faudra en aviser au moins 10 jours avant la commission pour leur dire qu'il y aura des témoins qui vont être présents. Donc, c'est le même délai que pour l'épreuve. Puis, comme Jean-Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, vous pouvez, si vous ne voulez pas avoir des témoins en live en quelque sorte, donc le plus souvent, vous allez soumettre comme preuve
des lettres de témoignage. Par exemple, comme Jean-Nicolas l'a mentionné, si vous avez déjà eu un partenaire, donc une lettre d'un partenaire, des membres de votre famille, de vos parents, etc. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils sur comment témoigner lors de l'audience. Donc, le premier conseil est de se pratiquer avant l'audience. Donc, si vous avez un représentant, généralement, cela va se faire avec votre représentant. Il pourra faire des simulations. Donc, les avocats, nous, on est au courant un peu des types de questions qu'un commissaire peut vous poser. Donc, on peut faire des simulations avec vous. Bien sûr, il faut s'attendre qu'on ne pourra pas vous poser toutes les questions possibles, imaginables. Donc, lors de l'audience, il ne faudra pas être surpris s'il y a une question pour laquelle vous n'avez jamais été préparé. Mais au moins, vous allez savoir comment bien répondre. Donc, si votre représentant vous ne l'a pas proposé, juste demandez-lui si c'est possible d'avoir quelques simulations avant votre audience. Un autre conseil est de toujours donner des réponses courtes et complètes. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas, quand vous répondez vraiment à la question qu'on vous pose, mais ne pas se limiter par oui ou par non. C'est qu'on veut quand même que vous donniez quelques petits détails. Et si vous avez un interprète aussi, c'est pour ça qu'une réponse courte est importante parce qu'il faut laisser le temps à l'interprète de traduire ce que vous venez de donner comme information. D'autant plus que si vous avez vraiment besoin d'un interprète, faites vraiment attention parce que assez souvent, il pourrait avoir des erreurs de traduction. Le représentant, comme il ne parle pas la langue en question, ne pourra pas s'en rendre compte et le commissaire non plus. Donc, le commissaire va vraiment prendre l'information qui a été traduite et cette information peut être fausse. Donc, si vous-même, vous avez une bonne compréhension du français ou de l'anglais selon la langue dans laquelle l'audience se passe, soyez vraiment attentif à tout ce que l'interprète dit, comment il traduit, parce que moi, personnellement, j'ai déjà été témoin d'erreurs par rapport aux dates. Comme on va dire, un client va parler du 17, la traduction va dire le 7. Et ça pourrait être conçu comme un problème de crédibilité. Et comme je l'ai mentionné, un commissaire ne pourra pas savoir qu'il y a eu un problème de traduction vu qu'il ne comprend pas la langue dans laquelle vous parlez. Donc, soyez vraiment attentifs. Aussi, je sais que dans certaines cultures, comme ça peut être un peu impoli de regarder les personnes dans les yeux, de les fixer, mais ici, le fait de regarder vos mains, de regarder vers le bas pourrait être une façon, le commissaire pourra concevoir cela comme une façon que vous essayez de répondre directement à une question. Donc, c'est mieux de regarder la personne qui vous pose des questions, les questions, donc le commissaire s'il vous parle ou votre représentant. Ne jamais regarder votre représentant. Si une question, ça c'est plus comme des tips que je vous donne en fait quand c'est en personne. Là, vu que c'est sur Teams, vous regardez votre ordinateur, c'est correct. Mais en général, disons que d'ici quelques mois, on revient à des audiences en personne, sachez qu'il faudra regarder vraiment les personnes, ne pas regarder votre représentant si une question est posée par le commissaire. Donc ça, c'est d'autres petits conseils. Surtout ne pas s'énerver. Donc, souvent, des commissaires vont vous poser des questions 2-3 fois, peut-être formulées de façon différente. Votre avocat pourra aussi vous reposer des questions que le commissaire a déjà posées. Sachez que si c'est le cas, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être que vous n'avez pas donné la réponse voulue ou qu'on va vous donner une autre chance de clarifier. Donc, ne pas s'énerver. C'est que là, vous avez l'occasion en fait, de clarifier ou de donner plus de détails. Donc, aussi, un autre conseil vraiment important, demandez toujours des pauses si vous en avez besoin. C'est dans votre droit, on va généralement vous l'accorder, donc demandez les pauses. Si vous ne comprenez pas une question, n'essayez pas de deviner la réponse. Demandez de répéter si nécessaire ou de reformuler, mais ne jamais deviner une réponse. Si vous voulez tenter de donner une hypothèse, vous pouvez dire comme je ne connais pas la réponse, mais je suppose que, ou selon moi, la réponse serait X ou Y, mais je ne connais pas la réponse exacte. Mais ne jamais affirmer quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas certain. Donc, maintenant, je vais parler du déroulement de l'audience. Donc, au début de l'audience, le commissaire va tout d'abord, bien sûr, démarrer l'enregistrement. Après, le commissaire va passer à travers tous les documents devant lui et attribuer un ordre spécifique, donc les numéroter. Donc, généralement,
tous les documents vont être, tout votre dossier de demande d'asile, votre FDA, donc le formulaire de fondement de demande d'asile, toutes les preuves, les amendements s'il y en a eu, etc. Donc là, il y aura un ordre qui va être attribué. Par la suite, le commissaire va vous demander de prêter serment ou de déclarer solennellement que vous allez dire la vérité, donc de lever votre main droite et de faire le serment. Il va vous demander ensuite de vérifier votre formulaire de fondement d'asile. Donc, généralement, ils vont vous dire, est-ce que c'est bien votre FDA? Est-ce que c'est bien votre signature? Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous auriez voulu ajouter dans ce document? Par la suite, le commissaire va vous donner quelles sont les questions en litige selon lui, d'après tous les documents qu'il a devant lui pour votre audience. Je vais parler plus tard un peu de qu'est-ce que sont les questions en litige, mais généralement, il va dire ici, les questions en litige sont, par exemple, l'identité, la crédibilité, le refuge intérieur. Donc, le fait que vous auriez pu peut-être rechercher le refuge ailleurs dans votre pays. Donc, pour l'ordre de l'interrogatoire, sachez que ça va dépendre s'il y a un représentant du ministre. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas souvent que un représentant du ministre va intervenir. Si c'est le cas, vous allez le savoir. Mais s'il intervient, c'est lui qui va commencer l'interrogatoire. Autrement, le plus souvent, bien sûr, c'est les commissaires. Sauf, comme Jean-Nicolas l'a mentionné, c'est que si vous aviez été accepté comme une personne vulnérable et vous avez demandé que votre représentant commence l'interrogatoire, dans ce cas-là, votre représentant va commencer l'interrogatoire. Mais sachez qu'en temps normal, c'est vraiment le commissaire qui vous interroge. Quand il finit son interrogatoire, là, votre représentant a la chance de vous contre-interroger. Donc, généralement, les questions qu'on va vous poser, comme j'ai mentionné, ça se peut qu'on va répéter des questions si on veut comme vous donner la chance de clarifier ou on voit qu'il y aurait peut-être eu une mauvaise compréhension de votre part. Par la suite, un commissaire va demander « Ok, moi aussi, j'ai d'autres questions » ou dans certains cas, non. S'il y a des témoins, là, c'est le tour aux témoins de témoigner. Par la suite, si le commissaire n'a plus de questions ni rien, là, il va donner la chance à votre représentant de faire des soumissions. Ça veut dire votre représentant pourra expliquer pourquoi, selon votre situation, votre demande d'asile en vertu de la jurisprudence, de toutes vos preuves, du cartable national, etc., pourquoi votre demande se doit d'être acceptée et que vous devez être reconnu comme personne protégée ou réfugiée au Canada. Et au final, vous allez avoir une décision. Donc, dans certains cas, ce n'est pas la majorité des cas, la décision pourrait être faite de vive voix. Ça veut dire que directement, à la fin de l'audience, le commissaire va demander une pause pour rédiger sa décision et va se reconnecter pour vous la donner de vive voix. Mais le plus souvent des cas, la décision sera envoyée plus tard par la poste. Il faut savoir qu'en ce moment, avec la pandémie, les commissaires ont pris beaucoup de retard pour envoyer les décisions. Donc, il ne faut pas s'attendre à recevoir forcément une décision la semaine ou même les 2-3 semaines qui suivent. Donc, comme je l'ai mentionné, ici, j'ai énuméré les questions qui pourront être conçues comme étant en litige. Donc, l'identité, par exemple, comme Jean-Nicolas a mentionné, si vous n'êtes pas en mesure vraiment de produire des pièces d'identité comme passeport, comme des documents scolaires, si vous en avez, carte d'identité nationale, etc., ça se peut que le commissaire va considérer que l'identité est en litige. Généralement, l'identité va toujours être en litige, même si vous avez donné assez de preuves, mais parce que l'interrogatoire va commencer par l'identité, juste pour bien établir. Ils vont vous poser des questions. Puis par la suite, on va passer à la deuxième question en litige, c'est la crédibilité. Donc, c'est vraiment tout ce qui est basé sur le fondement de votre demande d'asile. Donc, pourquoi vous demandez l'asile au Canada? Comme, quelle est votre histoire? D'autres questions en litige, ça va être la peur subjective. Donc, c'est vraiment, comme Jean-Nicolas l'a mentionné, c'est vraiment c'est vraiment vous, pourquoi vous avez spécifiquement peur qu'on vous renvoie dans votre pays. C'est encore relié en quelque sorte à la crédibilité. On va aussi regarder la protection de l'État. Est-ce que vous auriez pu demander la protection de l'État ou non? Ou est-ce que peut-être dans votre cas, c'est l'État même qui est l'agent persécuteur? Ici, j'ai quelques exemples de questions que vous pourrez utiliser
pour vous préparer, qu'on peut vous poser aux audiences. Mais comme j'ai mentionné, ça, c'est vraiment général. Donc, ça serait plus votre représentant selon votre cas qui pourra vous aider à faire des simulations, à déterminer vraiment des questions spécifiques à votre cas. Donc, première question, le commissaire va toujours commencer avec ça. D'abord, quel est votre nom, prénom? Quelle est votre date de naissance? Vous êtes citoyen de quel pays? Vous avez la citoyenneté ou la résidence de quel pays? Donc, ça se peut que vous ayez la résidence dans notre pays. Quels sont les noms de vos parents? Où sont-ils en ce moment? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Si vous avez des enfants, ben, vous en avez combien? Quels sont leurs noms? Si vous avez des frères et sœurs, pareil, quels sont leurs noms? Où sont-ils en ce moment? Pourquoi on vous pose ces questions? C'est que pour déterminer votre identité, donc c'est vraiment, ces informations sont dans votre fondement de demande d'asile. Donc, si vous avez dit que vous avez une sœur qui s'appelle Sandra qui est née genre le 4 juin 1989, ben, il ne faut pas arriver à l'audience pour dire que votre sœur s'appelle Sandy puis elle est née le 5 mai 90. Donc, c'est juste des petits pièges comme ça que les commissaires vont tenter de faire. Puis, si vous avez déjà soumis des pièces d'identité, donc, comment les commissaires vont déterminer votre identité, c'est vraiment vous demander comment vous les avez obtenus, ces documents, quelle est la procédure de votre pays pour obtenir un passeport, quels documents il faut utiliser dans votre pays si vous voulez faire la demande d'un passeport. Puis, ils vont s'attendre à ce que vous êtes en mesure d'expliquer exactement toutes les démarches. Puis après, on pourra aussi vous demander est-ce que vous avez les originaux en votre possession, est-ce que vous pouvez nous les montrer, ou même est-ce que il va falloir que vous les envoyiez par la suite. Il y aura aussi des questions sur votre emploi, sur votre lieu de résidence, sur vos études passées, etc. Donc, toutes ces questions-là sont vraiment pour déterminer votre identité. Et quand l'identité est en quelque sorte déterminée, là, on va passer à la deuxième partie de l'interrogatoire, qui est la crédibilité. Donc, comme je l'ai mentionné, là, ça va être vraiment des questions sur ce qui vous a mené à fuir votre pays pour faire une demande d'asile. Donc, la première question que personnellement, j'ai vue le plus souvent, c'est « Avez-vous toutes les preuves désirées? » Ça, par exemple, la réponse qu'il faudrait possiblement donner est non, parce que souvent, vous n'allez pas avoir tous les documents, toutes les lettres de témoignage. Si vous répondez oui, puis que par la suite, on vous pose une question comme « Oh, est-ce que votre tante qui était témoin d'un événement X ou Y vous a envoyé une lettre de témoignage et vous dites non », on pourra vous dire « Ah, mais pourquoi au début de l'audience, vous avez dit que vous avez tout obtenu ?» Donc, généralement, vous pouvez dire non. Et si vous savez exactement ce que vous n'avez pas pu obtenir, vous pouvez dire non, j'ai tenté d'obtenir une copie de mon certificat de naissance. Ma mère aurait fait les démarches pour moi, mais ça n'a pas été possible, donc je n'ai pas pu obtenir toutes les preuves désirées. Mais il faudra démontrer que vous avez vraiment fait les efforts raisonnables, comme Jean-Nicolas l'a mentionné tout à l'heure. Donc après, on va vous poser des questions sur quand vos problèmes ont commencé. De quelles menaces avez-vous déjà été victime, ou peut-être vous seriez victime si vous retournez dans votre pays. Si dans votre fondement de demande d'asile, vous avez parlé d'un événement spécifique, une date spécifique, on va vous demander juste de donner peut-être plus de détails, d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Si vous avez dit que vous avez été détenu ou arrêté, on va vous demander peut-être de parler des conditions de détention, d'arrestation, de la durée, etc. Si dans votre cas, vous avez parlé que vous avez déjà eu un ou des partenaires dans le passé, on va peut-être vous demander plus de détails comme quels sont leurs noms, quand les avez-vous rencontrés, est-ce que des personnes autour de vous étaient au courant de cette relation ou pas. D'autres questions, c'est que si vous avez demandé la protection de l'État ou non, on va vous poser la question, est-ce que vous avez cherché, vous êtes parti à la police ou non. Dans certains cas, il est possible que la réponse soit non parce que justement, c'est l'État qui aurait été l'agent persécuteur. Puis si vous êtes passé par un autre pays avant d'arriver au Canada, donc une des questions qu'on va vous demander est pourquoi ne pas avoir déposé une demande d'asile dans ce pays. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à l'interrogatoire avant que je passe à la prochaine diapositive? Moi, j'aimerais juste apporter une précision, quelque chose que
on ne vous a pas dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de prouver à 100% tout ce qui est arrivé dans votre récit. En fait, la norme de la preuve est que c'est plus probable que non probable. Donc, lorsqu'ils examinent quelque chose, par exemple, si un tel événement est survenu ou n'importe quoi d'autre, ils doivent juste penser que c'est peut-être plus raisonnable à 50%. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de prouver à 100%. Oui, c'est une bonne précision. C'est ça. Donc, on ne s'attend pas à la perfection de votre part. On ne s'attend pas que vous ayez comme toutes les preuves possibles donc, c'est comme plausible que vous n'ayez pas pu obtenir certains documents, surtout si vous aviez dû suivre votre pays. Et ça a été confirmé par la jurisprudence. Donc, comme Jean-Nicolas l'a mentionné, c'est à ce que c'est plus probable que non, que ce que vous racontez vous est vraiment arrivé. C'est comme le commissaire n'a pas à être convaincu à 100% de votre histoire. Je vois aussi que Claude, qui sera notre témoin sur son expérience de l'audience, a levé la main. Claude, je donne la parole pour ta question ou ton commentaire. Oui, juste un commentaire pour revenir à ce que l'intervenant de tout à l'heure a donné comme information. Je suis tout à fait d'accord avec des informations qu'ils sont en train de nous distiller actuellement. Et j'aimerais que vraiment beaucoup prennent l'attention de bien écouter, parce que ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est réellement ce que moi j'ai vécu en tant que demandeur d'asile et pendant que j'ai passé mon entretien moi aussi. Et les questions, selon la façon avec laquelle elle les a décrites, c'est comme ça se passe. Les questions qui sont posées par le juge, mais parfois, dans ce jeu-là, elle va commencer par vous demander votre identité parfois et elle repart sur autre chose dans votre histoire. C'est un peu dans ce jeu-là qu'elle parvient parfois à trouver vraiment la véracité dans ce que vous racontez. C'est ce que je voulais rajouter à ce que Imen venait de dire tout à l'heure. Merci. Merci, Claude. Oui, c'est exact. Donc, il faut s'attendre que les commissaires vont tenter vraiment, peut-être des fois même de vous piéger en faisant comme des va-et-vient, en revenant sur certains points, en commençant sur votre identité, mais des fois, c'est que les questions qui ont lien avec l'identité sont reliées avec votre histoire. Donc, c'est comme si on commençait avec l'identité, puis on tombait un peu à votre histoire pour revenir à votre identité. Donc, c'est complètement possible. Puis, on va poser des questions comme très spécifiques. Par exemple, si vous dites que vous étiez, je ne sais pas, comme camionneur dans votre pays d'origine ou enseignant, peu importe, on va vous dire, ah bon, ok, ben alors, quels sont les noms de vos collègues? Vous travaillez de quel jour à quel jour? Quelles sont les heures de travail? Si vous devez conduire, quels sont les trajets? Donc, il faut s'attendre à des questions comme vraiment spécifiques, mais ça, c'est vraiment, ça dépend du style du commissaire aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comme un représentant ne pourra jamais vous préparer à 100% à toutes les questions parce que c'est impossible. Donc, après, comme j'ai mentionné, donc, à la fin de l'audience, soit vous allez avoir la décision sur le banc, ça veut dire de vive voix, ou on va vous l'envoyer. Comme j'ai mentionné, de vive voix, c'est pas la norme, c'est plus rare que courant, mais ça arrive, comme ça m'est déjà arrivé. Et sachez que si c'est de vive voix, généralement, c'est que ça va être assez positif parce qu'on ne va jamais vous demander de donner une décision négative qui doit être bien expliquée et détaillée sur le banc. Donc, si la commission accepte votre demande, vous allez obtenir le statut de personne protégée. Donc, comment vous allez savoir ça? Vous allez recevoir la décision et un document qui dit que vous avez été accepté au Canada en tant que personne protégée. Donc, vous allez avoir le droit de rester au Canada et de présenter une demande pour devenir résident permanent du Canada. Et par contre, si la commission rejette votre demande, si la loi le permet, vous allez pouvoir faire appel ou faire une demande de révision judiciaire auprès de la Cour fédérale, mais je vais en parler dans les prochaines diapos. Donc, juste pour donner un peu plus de précision, donc généralement, quand la décision est favorable, si le ministre avait été un intervenant, il pourra faire appel de la décision dans les 15 jours. Autrement, ça, comme je l'ai dit, c'est plus
rare, c'est plus l'exception que courant. Donc, si c'est favorable, dès que vous obtenez le petit document qui dit que vous êtes une personne protégée, vous pouvez soumettre votre demande de résidence permanente au Canada. Donc, ça, ce processus, comme votre représentant pourra vous aider à faire la demande, mais même juste en allant sur le site de l'immigration, vous allez trouver tous les formulaires et ce qu'il faudra envoyer pour faire la demande. Savoir que les frais sont moindres qu'une demande de résidence usuelle, comme via le biais d'un parrainage. Donc, c'est dans les environs de 500 $. Il faudrait que je vérifie exactement le montant exact, mais il y a quand même des frais à payer, malheureusement. Et il est recommandé de faire ça, en fait, si vous avez les moyens de faire ça dès que vous obtenez la décision, comme c'est préférable pour vous. Sachez qu'en tant que résident permanent, vous n'avez pas besoin d'avoir de permis de travail, alors qu'en tant que personne protégée, il va toujours falloir que vous renouvelez votre permis de travail, etc. Donc, il est recommandé que si vous pouvez, faites votre demande de résidence permanente, ce qui vous permettra par la suite aussi d'obtenir votre citoyenneté plus rapidement. Et sachez qu'en tant que résident, quand vous faites votre demande de résident permanent, vous pouvez inclure toutes vos personnes à charge, ça veut dire vos conjoints, partenaires, ou si vous en avez des enfants à charge. Par contre, si vous avez une décision négative, vous allez la recevoir par la poste et première étape, parce que là, il y a vraiment des délais à respecter. Donc, c'est d'aller discuter avec votre avocat les différentes possibilités qui sont ouvertes à votre cas spécifique. Donc, première option, c'est vous décidez vous-même de quitter volontairement le Canada. Par contre, si vous êtes admissible, sachez que vous pouvez faire appel de la décision devant la section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés ou d'aller devant la Cour fédérale pour faire une demande de contrôle judiciaire de votre décision. Donc, c'est votre avocat qui va vous permettre, si vous êtes éligible, d'aller devant la section d'appel des réfugiés ou plutôt devant la Cour fédérale. Et souvent, un des cas qui va déterminer le plus courant, c'est que si vous êtes passé par les États-Unis, dans beaucoup des cas, vous allez devoir faire une demande de contrôle judiciaire plutôt qu'un appel. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'enregistrement, c'est à ce moment-là que ça serait nécessaire pour vous, votre représentant, de le demander. Parce que pour préparer votre dossier, pour faire une transcription, etc. Donc, c'est à ce moment-là que l'enregistrement sera nécessaire. Sachez que si vous n'avez pas été représenté pour votre demande d'asile, pour ces étapes-là, c'est un peu, surtout pour la Cour fédérale, il est obligé d'être représenté. Mais à ce moment-là, ça serait vraiment recommandé de vous chercher un représentant le plus rapidement possible. Là, je vais vous parler juste d'autres options. Donc là, c'est la demande humanitaire. C'est vraiment, je vous donne ça de façon assez brève, sans aller dans les détails, parce que sachez que là, nous, on fait des ateliers spécifiques aux demandes humanitaires. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un aperçu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la demande humanitaire, c'est une façon de demander la résidence permanente pour des conditions d'ordre humanitaire. Sachez que ça, c'est vraiment donné pour des cas exceptionnels. Et les agents, vos dossiers vont être évalués au cas par cas. Quelles sont des considérations d'ordre humanitaire? Donc, on va regarder, ça fait combien de temps que vous avez été établi au Canada? À quel point êtes-vous établi au Canada? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous payez votre propre loyer? Avez-vous des membres de votre famille qui sont présents au Canada? Est-ce qu'il y a des enfants à charge qui sont avec vous au Canada? Et qu'est-ce qui pourrait vous arriver si votre demande est refusée et que vous deviez être renvoyé dans votre pays d'origine ou de résidence passée? Donc, ça, c'est plusieurs facteurs qu'ils vont regarder. Comme j'ai mentionné, c'est du cas par cas. Sachez qu'une demande humanitaire ne peut pas être envoyée en même temps qu'une demande d'asile ou une demande d'appel. Donc, il y a un délai d'1 an à respecter après avoir reçu la décision défavorable pour soumettre une demande humanitaire. Il y a des exceptions à ce délai et généralement, c'est vraiment s'il y aurait l'intérêt supérieur d'enfants mineurs au Canada qui serait en cause. Si vous-même, par exemple, vous avez comme des gros problèmes de santé, etc. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez tenter de soumettre votre demande humanitaire, mais il faudra expliquer comment vous tombez dans l'une des exceptions pour ne pas respecter le délai d'1 année.
Et sachez que le fait de présenter une demande pour considération d'ordre humanitaire ne va pas empêcher votre renvoi du Canada ou ne va pas retarder votre renvoi du Canada. Donc, ça veut dire que même dans certains cas, si vous finissez par quelqu'un se fait renvoyer du Canada, votre demande humanitaire sera quand même traitée malgré tout. Mais ce n'est pas parce que vous envoyez une demande humanitaire que vous avez un droit absolu de rester au Canada, ce qui est différent en quelque sorte quand vous avez une demande d'asile ou une demande d'appel en cours. Et comme j'ai mentionné, là, je ne parle pas de toutes les conditions d'éligibilité, etc. Comme les demandes humanitaires, on pourrait faire une vraie présentation de 1 heure sur ça. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée. Et là, je vais juste passer au parrainage. C'est encore la même façon, parce que je pourrais faire un atelier de 1 heure sur le parrainage, mais c'est juste pour vous donner encore une petite idée de ce que c'est dans le cas où vous êtes éligible et que votre cas, le parrainage, ça serait quelque chose que vous pourriez considérer. Donc, ça veut dire que si vous êtes au Canada et que vous avez un conjoint de fait, donc ça veut dire que vous cohabitez avec votre partenaire pendant une période d'au moins 12 mois, donc d'1 année ici, ou que même vous vous êtes marié légalement ici en Ontario, vous pourriez considérer d'être parrainé par la personne si elle est résidente permanente ou si cette personne est citoyenne canadienne. Donc, ce processus-là est une autre façon pour vous d'obtenir la résidence permanente au Canada. Il y a plusieurs critères d'éligibilité à respecter. Donc, un des premiers critères est que le répondant, donc la personne qui pourrait vous parrainer, ne doit pas bénéficier de l'aide sociale. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être bénéficiaire de Ontario Work. Mais ça, c'est à l'exception de ODSP. Donc, ça veut dire que si la personne est bénéficiaire de ODSP pour une question d'invalidité, dans ce cas-là, elle pourrait vous parrainer. Ce qui est important à retenir, c'est que lors d'un parrainage de conjoint ou d'époux, de partenaire, le répondant, donc la personne qui veut vous parrainer, doit être en mesure de démontrer qu'elle va subvenir à vos besoins pendant une période d'au moins 3 ans. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas du tout, qui est étudiant, qui est bénéficiaire de OSAP, donc aura des prêts à rembourser bientôt, ça se peut qu'à ce moment-là, un agent qui va évaluer le dossier va dire on voit que la personne ne pourra pas subvenir à vos besoins et ne pourra pas signer l'engagement en question et respecter l'engagement. Donc, ça, c'est un des critères. Un autre point que j'aimerais bien préciser, c'est que ce que les agents vont regarder, c'est est-ce que la relation est authentique. C'est parce que ce n'est pas une simple façon pour vous d'obtenir la résidence au Canada. Donc, dès le départ, il est important d'envoyer le maximum de preuves pour démontrer que c'est une relation authentique. Ça veut dire que si vous êtes conjoint de fait, vous avez un bail commun où vos deux noms apparaissent comme locataire. Ça, c'est une preuve. Si vous avez des factures qui arrivent à la même adresse, si vous avez des comptes conjoints, des photos de vous lors d'événements, même des lettres de témoignage d'amis, de membres de la famille qui peuvent témoigner que oui, ils sont au courant de la relation depuis une date spécifique. Si vous avez comme des transferts d'argent entre l'un et l'autre, si vous avez des preuves de communication comme WhatsApp, sur Messenger, peu importe, donc on peut vraiment voir que vous êtes en relation depuis au minimum 1 année ou plus. Donc, tout ça, c'est des preuves qui vont démontrer que oui, vraiment, vous avez une relation authentique avec un résident ou un citoyen canadien. Donc, c'était ça. Comme j'ai mentionné, il y a encore beaucoup plus de critères. Je ne vais pas passer à travers, mais ça, c'est juste pour vous donner une idée. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le parrainage ou les demandes humanitaires? Non. Parce qu'en fait, c'était la fin de la présentation. Donc ici, on a juste compilé les ressources qu'on a utilisées pour la présentation. Donc, comme Jean-Nicolas l'a mentionné au tout début, il est bien de consulter quand même les sites gouvernementaux, donc de l'immigration, de la commission, etc., parce qu'en raison de la pandémie, il y a eu beaucoup de changements et d'autres changements pourront aussi subvenir. Donc, ça peut être intéressant pour vous juste de consulter ces liens pour être sûr que
vous êtes toujours éligible. Par exemple, si vous voulez comme bénéficier du programme d'aide-soignant que Jean-Nicolas a mentionné, juste de vérifier si ce programme existera toujours dans quelques mois, etc. Autrement, ici, on a mis les coordonnées de notre clinique. Donc, vous pouvez nous contacter si vous voulez ouvrir un dossier, obtenir des conseils, de l'information ou nous envoyer un courriel. Excellent. Merci énormément. Imen ou Nicolas? Merci beaucoup. Ta présentation était très... Merci. Vas-y, Alice, on t'écoute. J'ai dit que la présentation était très belle parce que même les questions, comment elles ont expliqué, comment on te pose les questions, on te tourne, on rentre sur ça, j'ai eu ça. Très détaillé, hein? On n'a pas encore fini, alors ne quitte pas, Alice. Hein? On n'a pas encore fini, ne quitte pas. On a encore, premièrement... Ah, je ne quitte pas, hein? OK. Oh, Mélika, on ne t'entend pas. Tu es sur mute. Merci, je suis en sourdine, excuse-moi. Merci. Alors, on n'a pas fini, Alice, alors ne pars pas. Alors, avant de passer à la prochaine section, j'aimerais juste dire un grand merci à l'équipe de la clinique d'aide juridique du Centre francophone de Toronto pour nous avoir vraiment préparé une présentation bien détaillée, remplie de faits et de conseils importants. Alors, fantastique. Et puis, si aussi... si vous pouvez aussi mettre vos coordonnées dans le chat de la clinique, ça pourrait être utile, mais je vais aussi partager l'information quand j'enverrai le courriel de suivi pour l'évaluation. Juste avant de passer à la période de questions, nous avons Claude Taneke, un membre de FrancoQueer qui aimerait nous partager son expérience à l'audience virtuelle. Alors, à toi la parole, Claude. Ensuite, la période de questions. Merci bien. Merci. Et je redis bonsoir à tous les participants et aux deux intervenants qui viennent de nous exposer vraiment dans tous les petits détails. J'ai cru que je devais avoir beaucoup à faire, mais je crois que l'essentiel a été déjà dit par ces membres et j'espère que beaucoup ont pris note. Et sur ce, je vais être assez bref et développer un peu mon expérience en 3 petits points pour ceux qui, d'ici là, iront pour ces séances comment ils appellent ça, pour ces séances, Formation, de préparation. Oui, de préparation ou bien d'interrogation à leur cas. Alors, ce que je vais dire ici, c'est que les juges que nous avons en face de nous, d'après ce que j'ai remarqué, selon mon expérience, les juges que nous avons en face de nous ne peuvent nous poser des questions qu'en fonction de ce que nous avons dit dans nos différents récits. Donc, j'interpelle ici tous les demandeurs d'asile de vraiment s'approprier de leurs histoires, d'être assez sereins quand ils vont à la cour, quand ils sont en face d'un commissaire, parce que toutes les questions viendront de tous les récits qu'ils auront essayé de proposer comme récit au commissaire. Alors, et quand le commissaire entame l'audience, la première des choses, il essaye, comme vient de le dire nos différents intervenants, ils essayent d'abord de déterminer votre crédibilité. La crédibilité, c'est très, 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 très essentiel. Parce qu'ils veulent bien, il faut savoir que les commissaires ont un caractère impartial, comme vient de le préciser aussi Nicolas. Ils ne sont pas là pour faire du mal ou bien ne pas accorder ou bien juger les histoires. Ils sont là juste pour vous écouter et faire un lien avec le récit que vous avez proposé. Donc, sur ce, je vais développer cela sur 3 points, comme je disais tantôt, c'est-à-dire il faut déterminer l'identité du demandeur et quand, sur ce point-là, le commissaire parvient à déceler votre identité, il passe directement au second aspect, d'après ce que j'ai remarqué, la véracité de votre récit. Il faudrait bien que votre récit soit
soit cohérent. Il faut que si vous aviez dit ceci, peut-être à telle période, il faudrait bien que cela se répercute dans le récit. Ce qui est sûr, d'une façon ou d'une autre, c'est dans son devoir d'essayer de déceler des failles dans votre récit pour pouvoir voir si vraiment la personne à qui ils veulent accorder ou bien à qui ils vont trancher par un jugement, puisque le jugement, il est pratiquement, on vous demande de jurer, et sur lequel il faut qu'ils se rassurent que la personne à qui ils sont en train de donner une décision, qu'elle soit positive ou négative, qu'ils le fassent de façon impartiale, c'est-à-dire avec tout ce que vous les aurez donné pendant l'audience, de déterminer votre crédibilité. Et je parlais ici de véracité, ce qui entraîne la crédibilité, donc c'est un peu tout ça. Alors, et le troisième point, ce sera basé plus sur votre intégration dans la communauté, la nouvelle communauté qui doit être la vôtre, c'est-à-dire pour ceux qui vivent en Ontario, c'est comment est-ce que vous vous imprégnez, comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous travaillez, est-ce que vous payez vos taxes. Si vous n'avez pas comment ils appellent ça, criminal record, si vous n'avez pas ce genre de truc. Et je pense que ça, c'est le troisième point sur lequel je pourrais m'appesantir. Et sur ce, je vais demander encore une fois vraiment à tous mes frères et sœurs qui sont là et qui ont vraiment besoin de l'assistance, essayer de joindre Franco Koué pour plus d'informations. Et si vous avez des informations ou bien vous avez des préoccupations, me contacter Melika. On a ce grand centre francophone qui est là. Allons juste chercher la vraie information et ne nous sentons pas frustrés parce que pour la plupart des membres de Franco Queer qui étaient là l'année dernière, nous avons vécu pratiquement 6 mois de frustration où les membres avaient pris peur par rapport à ce qui s'était passé. Beaucoup savent de quoi je parle. Et ça avait suscité en eux de certaines sensations. Ils ne se retrouvaient plus, ils ne savaient plus s'il fallait qu'ils aillent à la cour ou bien ils ne croyaient même plus en leur propre histoire. Donc, rapprochez-vous de ceux qui sont autour de vous, entourez-vous de bonnes personnes. Franco Coella, c'est une grâce, c'est une chance. Et prenez au sérieux et vraiment, si Melika pourra envoyer peut-être la séance que nous avons eue aujourd'hui à chaque membre, de pouvoir écouter et vraiment, vraiment l'écouter parce c'est pas mystifié. Il ne faut pas qu'on pense que c'est quelque chose de mystifié. Il faut juste être serein, connaître son histoire, la raconter de la façon la plus simple et tenir compte que le juge ou le commissaire, pendant la séance, pourra partir d'un point à l'autre, Mais le but pour le juge, ce n'est pas de dire que celui-là, il ment ou bien celui... Non, ce n'est pas ça. C'est juste de trouver la vérité et de dire la loi. C'est ce que je peux apporter pour cela. Ma contribution. Merci. Merci énormément, Claude. C'est très important ce que tu as dit. Alors, c'est ça. Franco Queer est là pour vous soutenir aussi pour les lettres de soutien. Franco Queer est là pour vous. Ça aide beaucoup le plus que vous participez aux activités aussi. Là, je peux vraiment partager votre intégration à la communauté LGBTQ. Mais là, je vais vraiment prendre le temps de passer la période de questions. Merci énormément encore une fois à Claude, Imen et Jean-Nicolas pour votre témoignage, vos ressources, votre partage, votre savoir. C'est beaucoup d'informations, pas facile à diffuser. Alors, j'ouvre le plancher à des questions. Juste pour vous rendre plus à l'aise, je ne vais pas enregistrer la question. Par contre, si je pose des questions, je vais enregistrer la réponse. Alors, j'arrête l'enregistrement. Action. OK, merci. Alors, je voulais juste vous faire part de quelques petits conseils auxquels j'ai pensé, que j'ai écrit, que je pense qu'ils pourraient être d'intérêt pour tout le monde. Un premier conseil, c'est de tout divulguer à votre avocat. OK? Donc, essayez pas de déterminer vous-même si un élément serait important ou non.
la meilleure personne qui est capable de prendre cette décision va être votre représentant parce qu'ils ont l'expérience, ils savent le type d'éléments que les décideurs recherchent. Également, s'il y a eu des changements qui sont survenus depuis le dépôt de votre demande, faites-le part à votre avocat. Ils vont pouvoir déterminer si c'est nécessaire de changer votre formulaire de demande d'asile, apporter des amendements, faire des ajouts ou retirer peut-être certaines choses que vous avez écrites. Okay? Donc, premier conseil, c'est vraiment essayer de tout divulguer à votre avocat. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est que chaque décideur est différent. Donc, moi, Imen, on le sait très bien. Il y a certains décideurs qui sont beaucoup plus stricts et ils sont très tough avec leurs questions. Tu as certains décideurs qui sont plus souples, qui sont plus, disons, on les appelle les gentils décideurs. Alors, on ne peut jamais savoir à l'avance quel décideur nous allons avoir. C'est vraiment le jour de l'audience qu'on découvre qui on va avoir. Et donc, sachez que pour les décideurs qu'on appelle les décideurs méchants, ça se peut qu'ils vous posent des questions qui sont très, comme j'ai dit, qui sont très dures, qui sont très tough. Ne jamais s'énerver ou jamais perdre patience. J'ai déjà vu des décideurs crier sur certains demandeurs. Vous ne voulez pas que ça l'arrive. Donc, essayez toujours de se pratiquer à essayer de répondre à des questions difficiles avec votre avocat. Une autre chose que je voulais aussi vous dire que j'ai oublié de mentionner, c'est lorsque vous allez lorsque vous allez récolter les éléments de preuve à l'appui de votre demande d'asile, quelque chose que nous, on fait comme avocat, c'est qu'on essaie toujours de vérifier s'il y a des erreurs de grammaire ou peut-être des erreurs de syntaxe ou des erreurs de format. C'est très, très, très important. Les décideurs vont regarder cela, surtout si c'est des documents qui émanent de l'État. Ils vont s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, surtout lorsque, par exemple, l'erreur vient dans le titre ou dans, tu vois, quelque chose qui est supposé être déjà formaté. Alors, ce sont des petites choses qu'ils regardent. Généralement, votre avocat va déterminer si vous devriez le mettre en preuve ou peut-être s'il faudrait rectifier l'erreur. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas représentés par un avocat, toujours une bonne chose de passer à travers chacun des documents. Un autre conseil, c'est que pour certaines personnes, envoyer les documents originaux par la poste peut être très, très cher. Alors, la meilleure des choses, c'est de le faire une fois. Vous ne pouvez pas le faire plusieurs fois. Qu'est-ce qui arrive si vous recevez le document par la poste, vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs. Vous devez après encore payer des frais une deuxième fois. Qu'est-ce que nous, on conseille aux demandeurs, c'est si jamais vous avez quelqu'un qui vous aide dans le pays en question, qui vous envoie peut-être une photo ou il scanne le document, vous le recevez par courriel, comme ça, vous pouvez au moins déjà avoir un aperçu. Ça vous évite de payer les frais de poste. Et dernier conseil, quelque chose que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est que quand les décideurs prennent leurs décisions pour savoir est-ce que cette personne est à risque de persécution, en fait, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est ce qu'on appelle le risque prospectif. Ça veut dire si la personne devait retourner dans son pays, est-ce qu'elle serait à risque? Donc, ce n'est pas nécessairement est-ce qu'il y a eu un risque dans le passé. Évidemment, ça, c'est un élément de preuve important, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir été victime de persécution. C'est vraiment, est-ce qu'il y a un risque de persécution si vous étiez pour retourner dans votre pays? OK? Donc, peut-être pour ceux peut-être qu'ils ont des amis qui sont ici et qu'ils n'ont jamais été victimes dans leur pays, mais que s'ils devaient retourner, là, il y aurait un risque. Donc, sachez que c'est ça que les décideurs regardent. Donc, Mélika, merci. C'était juste les dernières choses que je voulais préciser aux gens. Excellent. OK. Alors, je vais arrêter mon enregistrement. Fait pendant ma séance. Nicolas parlait tout à l'heure de toujours garder son calme, parce que si on finit par perdre sa confiance pendant son audience, on peut tout remettre le travail en cause, le travail qui a été fait par son avocat en cause. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples. Pendant mon audience, c'est pendant mon audience que le commissaire a reçu immédiatement certains documents que nous n'avions pas au préalable. Ni moi, ni mon avocat n'avaient l'information là-dessus.
Et pour quelqu'un qui, sur le champ, commence à paniquer et ne garde pas le calme, il peut se tirer une balle dans le pied en ce moment-là, plus précisément. Et il est arrivé un moment aussi que le commissaire, par rapport à une preuve que j'avais fournie, cette preuve, c'était un avis David, un truc comme ça. Je ne sais pas, quelqu'un parmi les experts pourront nous expliquer ce que c'est. Et c'est le commissaire qui m'a montré, en fait, qui a expliqué que par rapport à mon cas, l'avis d'avis n'avait pas, en fait, sa place dans mon cas. Pourquoi est-ce que mon avocat, ou bien pourquoi j'ai tenu à faire, euh, à faire introduire un avis d'avis dans mon cas. Alors là, moi, je n'avais pas d'explication. C'est juste à la recherche des preuves que j'ai juste dit à mon avocat que je ne sais pas pourquoi mon avocat, parce que c'était mon avocat, mon représentant au pays, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi il a fait, mais j'avais juste demandé qu'il me fasse une preuve comme quoi je serais vraiment persécuté au pays, mais tout ça avec un sang-froid. Et si pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de situation, tu es pris de panique et puis tu peux vraiment rater toute ton audience juste par rapport à ces détails-là. Donc, il faut faire beaucoup attention, prendre son calme et savoir que tous ces jours-là, il faut être assez serein. Merci. Merci. Alors, juste question pour Jean-Nicolas ou Imen. Alors, l'affidavit, est-ce que c'est comme le témoignage ou c'est quelque chose de différent? Parfait. Alors, encore un grand merci à Imen et Jean-Nicolas de la clinique de l'aide juridique du Centre francophone de Toronto pour votre intervention. J'aimerais aussi remercier mon bailleur de fonds pour ce projet. C'est le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario. C'est vraiment un des organismes qui inclut les services aux demandeurs et demandeuses d'asile. C'est très difficile d'avoir des services personnalisés pour les étudiants internationaux aussi. Alors, merci à la province de l'Ontario pour ce soutien et pour nous aider à avoir des activités de ce genre qui sont très, très, très importantes. N'oubliez pas de vous inscrire à nos prochaines activités telles que l'apéro arc-en-ciel le 24 avril et la séance d'information sur le logement pour la communauté LGBTQIA+, le 27 avril. On vous encourage aussi à partager votre opinion sur cette activité en répondant à notre évaluation qui sera postée dans le chat et que je vous enverrai par courriel. Alors, merci énormément à tous et à toutes qui sont venus aujourd'hui et à la prochaine fois. Et là,